Bonjour et bienvenue au Curo Fan Tour. On est en direct de Bourg-en-Bresse avec la librairie. J'ai plus le nom en tête, c'est nul. Montbarbon. Merci encore à tous et à toutes d'être venus. Je suis Flavien et à côté de moi il y a Fabien. Voilà, Fabien. Voilà. Fabien. C'est vraiment Flavien, pour vous. pas bien. C'est vraiment pour On va vous y aider. arriver, hein. Ouais, c'est vraiment pour vous aider. Comment ça va se passer? On va discuter tous ensemble sur la direction artistique. Quel est le rôle de la direction artistique dans l'adaptation d'un manga en France? Je lis vraiment la problématique. C'est très préparé, hein. C'est très préparé. Très préparé, très pro. Très pro. Et on va discuter ensemble sur cette thématique-là. Le but, moi j'ai posé des questions, mais si vous avez des questions aussi à poser, bah, vous avez juste à lever la main. Et dans le chat, bah, c'est pareil. Vous pouvez poser les questions et on les prendra au fil de l'eau. Comme ça, on discute tous ensemble sur cette thématique. Donc n'hésitez pas. Il est possible que Fabien ait aussi des questions à vous poser, donc on va vous passer le micro, etc. Le but, c'est qu'on converse tous ensemble. On est à votre rencontre. Donc voilà, ça sera pas que un long fleuve de discussion entre nous deux. Et n'hésitez vraiment pas. Et des fois, en fait, je peux voir aussi des trucs, des haussements de sourcils, etc. Et moi-même, je vais venir vous voir, enfin, dire, bah, peut-être que tu as une question. Donc voilà, je serai toujours aux aguets. On va commencer. Merci encore de nous suivre. Et puis, on va commencer par cette première question avec Fabien. Est-ce que tu peux te présenter ? Bah oui, je peux me présenter. Bonjour à tous. Merci d'avoir fait le déplacement. Je m'appelle Fabien Vautrin. Je travaille pour les éditions Kurokawa en tant que directeur artistique freelance. Donc, je suis à mon compte. Et ça fait longtemps que je travaille pour Kurokawa maintenant. Ça fait bientôt 18 ans, je crois. Est-ce que je dois parler de comment je suis arrivé chez Kurokawa? Ouais, c'est ça, ouais, c'est intéressant de voir ton parcours. Mon parcours. Alors, des études aussi? Oui, bah ça vous ouais. intéressait, ouais, okay. Ouais. Donc, au niveau des études, en fait, quand j'étais au lycée, j'aimais bien l'infographie, donc utiliser Photoshop et tout. On avait un club informatique qui était bien équipé, donc je trouvais ça plutôt cool. Et du coup, pour mes études, je me suis orienté vers une formation d'imagerie numérique. Et alors, je pense que j'avais pas bien lu en fait la description de la formation, parce que imagerie numérique, on se dit ouais, cool, le Photoshop, on va faire du design et tout. Non, en fait, non. C'est faire de l'analyse spectrale, par exemple. C'est faire pouvoir repérer un point sur un spectre radar, ce genre de choses. Et j'ai fait, c'était super technique en fait. Alors, je pense que eux-mêmes dans la brochure mettaient en avant les 3 heures de Photoshop qu'il y avait sur l'ensemble de la formation. Donc lisez bien le nombre d'heures de chaque de chaque enseignement quand vous choisissez une formation, parce qu'au final il y avait 20 heures d'assembleur par exemple. Et bon, l'assembleur c'est genre de la programmation ultra hardcore. Un peu pas dépité, mais j'ai fait bon, ok, j'ai appris des choses quand même. En fait, à la base, je voulais faire de la 3D. Ça aussi, il y avait un peu de formation 3D pour faire des images de synthèse. C'était au début des années 2000, donc c'est le début de Pixar et tout, ça faisait un peu rêver. Et c'est vrai que j'ai vite compris que c'était pas trop pour moi non plus, parce que c'était ultra technique. Encore à l'époque, les outils n'étaient pas assez développés pour pouvoir s'exprimer facilement, alors qu'aujourd'hui, vous avez super de la chance, hein. Il y a plein d'outils, il y a plein de tutoriels, il y a plein de tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées, vous pouvez faire ce que vous voulez, ou demander à une IA de le faire pour vous. Ensuite, après ces 2 années de DUT, j'ai fait 2 années sur ce qu'à l'époque on appelait les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc c'est Internet, en gros. Voilà. Donc c'était 2 années où j'ai appris à développer des sites web, ce genre de choses, très cool. Et au final, j'ai fait un master à Épinal. Alors pareil, Épinal, les images d'Épinal, forcément. C'était un master de production audiovisuelle, en fait. Et c'est là vraiment où j'ai commencé à vraiment faire des projets de design au bout de 5 ans d'études. J'avais bien regardé cette fois la description de la formation. Et en fait, en parallèle de mes études, j'ai lancé un site internet parce que j'étais fan de jeux vidéo japonais qui s'appelait Sugoi, donc qui parlait d'actualité de jeux vidéo japonais, ce qui m'a amené à côtoyer pas mal de gens du milieu du jeu vidéo et du manga aussi et de l'animation, parce que finalement c'est assez connexe comme univers. Et à la fin de cette dernière année d'études, j'ai fait un stage à Paris dans un magazine de jeux vidéo qui a coulé 2 semaines avant que j'arrive à Paris. Je ne l'ai pas dit.
Donc je suis allé. T'avais mal lu, c'est ça? Là, pour le coup, j'avais lu, j'ai fait ah mais merde, quand même aller à Paris, c'est quand même cool. Et du coup, j'y suis quand même allé. Et au final, j'ai été dans une autre rédaction de magazine de jeux vidéo dans laquelle j'ai bossé pendant presque un an. Sympa, jeux vidéo, c'est cool. Ce qui m'a amené aussi à rencontrer pas mal de gens, dont la personne qui a fondé Kurokawa, enfin qui est le directeur de collection de Kurokawa. Parce que c'est toi le directeur artistique. Ouais, voilà, c'est on va en discuter. Dirige pas grand chose, hein, tu sais. Qui est Grégoire Hello, donc qui s'occupe de choisir les mangas et qui est encore aujourd'hui à la tête de Kurokawa. Et au bout d'un an dans ce magazine, il voyait que je me sentais pas très bien. Il m'a dit on va lancer des mangas, ça t'intéresserait pas? Je fais ah ouais, pourquoi pas, ça peut être marrant, voilà. Et ma femme venait d'arriver en France, ma femme est japonaise. Il venait d'arriver en France et il me dit ah on va lancer Kurokawa. On est embêté parce qu'on fait une présentation à la presse 3-4 mois avant le lancement de Kurokawa. Donc Kurokawa s'est lancé en septembre 2005, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Donc il devait préparer des mangas pour le mois de juin, je crois. Et la deadline de ouf. Au mois de mars. Donc à la base, je devais m'occuper de faire la mise en page du manga. Et il m'a demandé si avec ma femme, on pouvait pas s'occuper aussi de la traduction, parce que je parle un peu japonais et elle est japonaise. Et c'était Full Metal Alchemist. Je sais pas si vous avez entendu parler de Full Metal Alchemist, le manga de Full Metal Alchemist. Donc ce qui à la base était un job de dépannage pour le tome 1, finalement, on a fait toute la série. Et 17 ans plus tard, je bosse toujours avec Greg et avec toute l'équipe de Kurokawa qui, pour le coup, s'est beaucoup agrandie au fil des années. Et voilà, en gros, comment je suis arrivé à Kurokawa. Et à l'époque, tu t'occupais, donc tu avais la trad et tu faisais aussi le lettrage. Le lettrage. Ouais. Le lettrage, ça c'est quelque chose, on parle, on pourrait en parler à l'occasion des lettrages. Ouais, je pense qu'on parlera. Tu peux expliquer un peu ce que c'est. C'est rarement mis en avant. C'est s'occuper de faire la mise en page du manga, en fait. Parce que il y a de mettre les textes dans les bulles, d'adapter les polices, parce que c'est quand même assez technique, fine de rien. Vous savez, le japonais, c'est écrit de haut en bas, les bulles sont assez étriquées. Donc il y a toute une étape, en fait, de remise en forme du texte français pour l'insérer dans les bulles, et aussi tout ce qui est onomatopée, parce que voilà, des fois elles sont sous-titrées. Alors, à l'époque, c'était beaucoup remplacé. Ouais. Aujourd'hui, on a plus tendance à sous-titrer parce qu'on veut conserver le dessin. Après, c'est pas valable pour toutes les séries. Pokémon, par exemple, Pokémon Company impose que tout soit traduit et remplacé. Donc, c'est un gros travail de redessiner, parce que forcément, les fichiers qu'on reçoit sont aplatis. Donc, on peut pas, par magie, enlever l'onomatopée japonaise et la remplacer. Sauf pour Vinland Saga, mais c'est un cas particulier. Généralement, il faut bien redessiner autour pour bien insérer l'onomatopée. Donc, c'est le son dans le manga. Et sous-titré, il faut quand même faire quelque chose qui soit dans le même esprit. Il y a un travail graphique aussi à ce niveau-là, au niveau du lettrage. Ouais. Et donc toi, tu faisais ça à l'époque sur les titres de Kuro. Sur les premiers titres de Kurokawa, donc j'ai fait Full Metal Alchemist, les flics de la mort. Si quelqu'un se souvient des flics de la mort dans le chat, vous avez un bon point. Attends, redis le titre. Les flics de la mort. Keishisho 24. Ça, personne l'a lu. Mais je crois que même pas, je me rappelle même pas de ça. C'est culte, hein. Franchement. Les flics de la mort, c'est par l'auteur de Princesse Pounier. D'accord, ouais. C'est Hideki Owada, super culte. Donc voilà, au départ, je faisais surtout du lettrage. J'ai fait Midori Days aussi, je crois. Ouais. Je sais plus. C'est trop loin, en fait. C'était il y a 18 ans. Ouais, c'était un peu loin, bref. Et il se trouve qu'on m'a demandé au bout d'un moment si je voulais pas m'occuper aussi des couvertures jaquettes, parce que la personne qui s'en occupait, on avait un peu marre de se faire rejeter par les Japonais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est création graphique, on l'abordera sans doute dans les contraintes, mais tout est validé par le Japon en fait. Et je pense que voilà, la personne qui s'en occupait, on avait un peu marre d'avoir des retours du Japon, de devoir faire des allers-retours et tout ça, alors que c'est un peu les règles du jeu, mais bon voilà. Donc on m'a demandé si je voulais m'en occuper, j'ai fait ça peut être marrant. Ma vie c'est un peu ça, hein. Ça peut être marrant, tu vois. C'est souvent, ça se passe souvent comme ça. Et du coup, j'ai fait quelques titres pour essayer. Et à partir de 2000, installez-vous. Hein. À partir de 2006, je pense, j'ai fait toutes les couvertures de Kurokawa. Toute la création graphique au général pour Kurokawa. Voilà. Très bien. Et maintenant,
Tu fais toute la création graphique, Ouais. les couvertures. C'est ça. Euh, Tout ce qui va être création de logos, une très grosse partie de ce qui est aussi en magasin, donc tout ce qui va être les publicités en magasin, les présentoirs, les displays, ce genre de choses. Les goods aussi, tout ce qui va être offert pour l'achat de mangas ou offert en salon. Ouais, c'est déjà pas mal quand même. Je continue à faire du lettrage et de la traduction à côté en plus, donc voilà. Ça fait quand même des bonnes journées. Est-ce que tu as une équipe ou tu es solo? Pour la traduction, donc je travaille avec ma femme qui s'occupe elle de la traduction et moi je fais de l'adaptation en français derrière. Et après, non. Plutôt tout seul. Pour le moment. Peut-être qu'un jour j'aurai quelqu'un, un assistant ou un padawan pour m'assister. Pour t'épauler, parce qu'il y a quand même de plus en plus de mangas et de plus en plus de. C'est ça, ouais. Je m'occupe aussi de Kotoon, notamment le label de Webtoon qui a été lancé c'était l'année dernière. Ouais, ouais, il y a du travail, mine de rien. Mais c'est fun, donc ça va, ça passe. Et est-ce que les allers-retours, même si on va en parler, même si les allers-retours, c'est compliqué? Ah, avec les Japonais, tu veux Ouais. dire? Non, non, c'est pas compliqué. Ils ont leur raison en fait. Hein. Je pense, enfin, on dit toujours, ouais, ça doit être compliqué de travailler avec les Japonais et tout ça. Bah, pas plus qu'avec d'autres personnes en fait. Je travaille aussi avec des Américains pour Pokémon. Ils sont à cheval sur ils défendent leur produit, c'est normal en fait. Enfin, ils veulent pas qu'on fasse n'importe quoi avec. Il y a eu tellement n'importe quoi de fait à une époque sur les produits de culture japonaise en France, où ils n'ont pas été payés, où c'était vraiment la fête du slip. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui ils sont un Quoi, peu tu veux plus dire à au cheval. début des années 90? Dans les années 80-90, c'était un peu nimp. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus à cheval, et puis c'est un gros business aussi, Ouais. donc c'est normal qu'ils le défendent. C'est comme ça, c'est la règle. Je pense que si les règles sont claires, c'est limite plus simple de bosser avec des Japonais en fait, parce que c'est plus logique ce qu'ils te refusent. C'est frustrant parce que tu dis oui mais ça serait mieux si c'était. Mais bah non, c'est comme ça, vous pouvez pas. Plus tu connais les règles, plus tu peux jouer avec aussi. C'est aussi ça. Là, je pense que l'expérience vient de là aussi. Est-ce que tu peux me passer un micro? Il y a une question, ici. Bonjour. Bonjour. Moi j'aurais une question. Attends, il est allumé? Ok. Oui, Bon, c'est parfait. bon, il est allumé. J'aurais voulu connaître en fait la marge de manœuvre au niveau de la direction artistique concernant en fait tout ce qui est logo, couverture. Est-ce que vous connaissez en fait la marge de manœuvre que vous donnent les ayants droit japonais, ou alors vous travaillez à l'aveugle et ensuite vous soumettez le projet après votre création? Il y a quoi avant les exemples? Il y a d'autres questions ou on passe aux exemples? Vas-y, on prendra dans le désordre. Ouais, c'est pas grave. Parce que j'ai pas mal d'exemples et du coup je vais aborder ça. Mais pour schématiser, effectivement, chaque maison d'édition a un peu ses propres règles. Donc on sait déjà d'avance qu'avec certaines maisons d'édition, on aura peut-être plus facilement les coups des franches s'il y a besoin de modifier des choses. Il y a d'autres maisons d'édition où on sait que dès qu'on va vouloir toucher le moindre truc, il va falloir avoir de bons arguments en fait. Donc on peut toujours demander, hein, ça arrive même avec les plus stricts. Il arrive des fois qu'on ait conscience que ça ne correspond pas à ce qu'attend le public français. Donc il faut leur expliquer, bah, écoute, par A plus B, que on a fait quelque chose de différent, certes. C'est pas que la version japonaise est pas bien, c'est juste que le public français, c'est pas ses attentes en fait. Et dans ces cas-là, ça peut passer ou ça ne peut ne pas passer. Dans ce cas-là, on revient avec une version précédente. Ce que tu disais est vrai aussi d'expérience en fait, c'est qu'il y a des choses où on sait déjà que c'est niette, donc il ne faut pas les tenter. Donc déjà, mais c'est pas écrit en fait, c'est en se prenant des murs en fait qu'on découvre les limites en fait. C'est un peu comme dans une pièce, vous êtes dans le noir. Et au bout d'un moment, après vous êtes cogné à tous les murs, vous savez à peu près la taille de la pièce. C'est à peu près ça en fait. C'est une bonne métaphore. Merci. Et de rien. Donc n'hésitez pas. Comment tu t'appelles, pardon? David. Comme David, vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment. Il y a juste à lever la main. Et dans le chat aussi, c'est pareil. Vous ne levez pas la main, vous écrivez directement la question et puis on y répond direct. De toute façon, on va y revenir aussi justement sur ça. Avec des exemples. On a avec des exemples assez concrets de voir ce qui a été fait, possible et pas faire. Et donc, je vais aller aussi dans le sens de la question, parce que mine de rien, vu qu'on parle de va-et-vient, etc., est-ce que tu as des habitudes de travail? Et puis, tu travailles sur quoi? Comment tu travailles de chez toi déjà?
Alors, je travaille de chez moi, oui. Ça, c'est assez classique quand même. Sur Kurokawa, c'était une petite structure à la base, il n'y avait pas forcément la place. Vous étiez 3-4 au début. Ouais, deux et demi. Enfin, même deux et en, demi, en ouais. salarié, à un moment, il y avait C'est vrai. une demi-personne, tu vois, pour te dire. C'est Tout vrai. au Et début, Adeline. c'est ça, Adeline. c'est tout. Voilà. C'est vrai. Mais donc c'était une petite équipe et c'est vrai que moi à titre personnel j'ai besoin de pas mal de concentration. Je me suis jamais trop comment dire entouré de gens et tout ça. Je préfère être au calme. Après c'est vrai que je m'occupe de pas mal de choses avec les Japonais et les Américains en termes de validation et tout ça. Donc on parlait voilà de discuter un peu avec eux et tout. Et le fait d'être à la maison, ça me permet aussi d'avoir une flexibilité horaire que je pourrais pas avoir si j'étais dans un bureau à 17h. Et quand vous travaillez entre les États-Unis, la France et le Japon, vous perdez facilement des journées, voire des semaines, si vous répondez pas au bon moment, en fait. Donc ça, c'est bien. C'est sympa de bosser à la maison. Après, on a tous bossé à la maison par la force des choses, voilà, récemment. Moi, ça fait depuis toujours, en fait. Donc, moi, mes voisins à une époque pensaient que j'étais chômeur. Ils étaient voir ma femme une fois. Ah, on espère qu'il trouvera. Il travaille à la maison, oui, bien sûr. Ouais. Non, non. Aujourd'hui, je pense que le télétravail, c'est quelque chose d'acquis. C'est vrai qu'il y a 15 ans, c'était pas forcément très très courant. Tant mieux. Enfin, moi, je pense que moins on passe de temps dans le métro, dans les transports, mieux c'est. Hein. Après, il y a des gens qui aiment ça, mais le seul truc, c'est qu'il faut bien avoir conscience que si vous travaillez pas, vous mangez pas en fait. Donc, si vous passez vos journées à jouer aux jeux vidéo, au final, vous n'avez pas de quoi nourrir vos enfants. Quoi. Et tu te lèves à quelle heure? C'est quoi ton. On va dire, le rythme quotidien. Ouais, le rythme. Waouh. Ouais. Assez classique. Hein. Je me lève vers 6-7 heures. J'emmène les enfants à l'école. Je bosse le matin. En fait, je vois où tu veux en venir. Effectivement. Ouais. Il y a des phases de la journée où il y a des choses que je peux faire que je ne peux pas faire à d'autres phases de la journée. Donc, en gros, tout ce qui va être créa, traduction, plutôt le matin, voire début d'après-midi. Et sur le reste de la journée, jusqu'à assez tard le soir, hein, mais je ne recommande à personne de trop bosser non plus, tout ce qui va être plus lettrage, des trucs plus techniques en fait, où il n'y a pas forcément besoin d'être ultra créatif ou être ultra concentré et faire des erreurs, ce genre de choses. Parce qu'il y a une partie quand même ultra technique dans tous nos métiers. Pour faire des bouquins, c'est pas juste appuyer sur imprimer, ça fait un bouquin. Non. Ce que pensait ma mère à une époque. Il y a tout un travail de traitement des fichiers, un travail de... ce que je disais tout à l'heure, le lettrage, par exemple, c'est très chronophage, en fait, de retoucher les planches, d'ajuster les trames, de machin. Ça, c'est des choses que je fais plutôt en soirée, effectivement. Ouais. Où tu es plus concentré. Alors, disons que ça demande de la concentration, mais ça demande moins de CPU, tu vois. Genre, c'est la charge de CPU est un peu moins importante. Et tu peux mater un film en même temps, c'est sympa. Quoi. Il y a une question. De processeur. Oui, pardon. C'est quoi CPU Central Processing Unit, je crois. Ouais, c'est le niveau de charge de votre cerveau. Charge mentale, on peut dire ça. Oui, comme maintenant ça. on peut utiliser charge mentale, mais c'est la charge de comment ton cerveau il processe, comment il va réfléchir et analyser, et dans quelle partie tu la mets, à peu près. Il y avait une question derrière, c'est ça? Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, il m'a choisi en fait, j'ai l'impression plutôt que moi je l'ai choisi. Comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait, c'est quelque chose, je pense que j'ai toujours voulu faire sans le savoir. Et rétrospectivement, il y a pas mal de choses que j'ai faites dans ma vie. Je parlais tout à l'heure, tu sais, que j'avais fait des études un peu techniques, d'informatique, des trucs un petit peu rébarbatifs comme ça, qui aujourd'hui me servent quand même. Même, il y a sans doute des choses que tu t'apprends à l'école, tu te dis, oh là là, ça me servira jamais. Alors oui, il y en a pas mal, ça te servira jamais. Spoiler, c'est vrai. Mais il y en a pas mal d'autres aussi où, sur le coup, tu vois pas trop l'intérêt. Tu vois, tu fais, oh ouais, d'accord, ok. Et rétrospectivement, tu regardes, heureusement que j'avais appris de l'assembleur à l'époque, ça m'a vachement aidé. Ou pas. Mais tu vois. Je pense que tu l'as perdu avec assembleur. Non, mais quelqu'un a déjà fait de l'assembleur ici ou pas? Non. Ah bravo. C'est rébarbatif de ouf, l'assembleur. C'est génial, d'accord, ok. Ouais. Mais même moi, j'ai fait de l'assembleur. Vous programmez en COBOL aussi, non, c'est ça? Même moi, j'ai fait de l'assembleur. C'était horrible.
C'est un exemple. Mais tu vois, même apprendre à programmer, par exemple, ça peut, peu importe votre métier, quelque part, aujourd'hui, ça peut vous aider, ne serait-ce qu'à analyser la façon dont vous devez vous organiser, à décomposer les tâches. Parce que la programmation, ce qu'on apprend en premier, c'est prendre un truc compliqué et le casser en plein de petits morceaux pour faire des choses plus simples. Rien que cette logique-là, ça peut être utile, en fait, en termes d'organisation. Et maintenant, tu le réutilises dans tes habitudes, quoi. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Et tu travailles sur papier, sur ordinateur directement? Pour tout ce qui va être créa, moi j'aime bien quand même avoir au moins un petit croquis papier. Dans 90% du temps, et dans les exemples que je montrerai, il y a des croquis. Juste parce que quand on fait de la créa comme ça, 90% du temps, vous ne travaillez pas vraiment sur le produit. C'est-à-dire que c'est plus de la réflexion au fil de l'eau. Peut-être que le nombre d'idées que j'ai eues sous une douche, c'est fou, c'est magique. Des fois, on est bloqué sur un truc, on n'a pas d'idée, on n'arrive pas. Hein. Une douche, hop, l'idée vient. Donc là, du coup, c'est plus pratique d'avoir un calepin dans la salle de bain qu'un iPad. Ça marche moins bien. J'ai un crayon waterproof. Mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte du temps de réflexion qui n'est pas forcément intense. Parce que justement, si tu dis « Ah, aujourd'hui, il faut que je trouve une idée », ça ne marche pas. C'est... Ok, il y a des deadlines et tout ça, hein, ça c'est super important d'ailleurs de le respecter, mais il faut aussi avoir ce temps de vide pour pouvoir avoir des idées en fait. Et après la réalisation en elle-même, c'est des outils assez classiques, hein, mine de rien, que ça soit la suite Adobe, donc Photoshop, Illustrator, InDesign, donc c'est les trois outils de création graphique très classiques. Moi j'utilise pas mal l'iPad aussi pour faire des croquis avec Procreate par exemple. Mais ça peut être aussi prendre de la peinture et faire des éclaboussures. Enfin, je pense qu'il ne faut pas se limiter aux outils, en fait. Ça dépend de ce que tu veux faire. T'expérimentes. Tu peux expérimenter, tu peux... comment dire ce qui compte, c'est le produit fini, en fait. C'est pas tant la méthode, quelque part. Ouais. Tant que tu arrives à un produit fini qui te convient, on va dire, tu peux utiliser n'importe quelle méthode. Je vous donne un exemple encore. Par exemple, dans Yotsuba, c'était quoi Yotsuba? Le dernier qui est sorti, c'était combien? 14 15 14 15 15. Merci 15. Arthur. Yotsuba a écrit. Alors, Yotsuba, c'est un truc avec une petite fiche. Je ne sais pas si vous connaissez Yotsuba. C'est une petite C'est fille. génial, il faut lire. Ouais, c'est vraiment super. C'est trop mignon. Une petite fille qui raconte sa vie et tout ça. Et sur la couverture. Attends, je vais juste pitcher mieux Yotsuba. Vas-y, je t'en prie. Yotsuba, elle raconte pas sa vie. On suit les aventures d'une petite fille qui s'appelle Yotsuba, qui est adoptée. Et du coup, on la voit vivre des aventures avec ses voisines. Des aventures du quotidien. C'est un peu le petit Nicolas version japonaise. Ça, c'est un très bon pitch. Et sur le tome, Yotsuba a écrit, je sais plus quoi. Hein, elle a écrit Yotsuba, je crois. Je sais plus ce qu'elle avait écrit. Bref, mais en version enfantine. Du coup, j'ai demandé à ma fille d'écrire la même chose pour la version française. Enfin, c'était écrit en japonais. Du coup, j'ai demandé à ma fille de l'écrire avec ses crayons. Et du coup, c'est legit, tu vois. Tu peux utiliser tes enfants. Elle n'a pas été payée. Hein. Si tu vois cette vidéo, ma chérie, dans 10 ans, demande des droits d'auteur à Kurokawa. Mais attends, c'est trop mignon. Tu vois, je pense qu'il ne faut pas se limiter. C'est marrant, faisons-le, quoi, tu vois. C'est toujours pareil. Ça a l'air sympa, faisons-le. Tout à l'heure, dans le train, tu me disais que des fois, on parlait de faire une jaquette ou etc. Des fois, ça te mettait une semaine à processer l'idée. Et l'exécution était plus courte. Ça peut, c'est vraiment à réfléchir à l'idée. Ouais. Je vais l'utiliser en français, mais à réfléchir à l'idée, à comprendre et assimiler l'idée. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment des titres en fait. Des fois, c'est très évident, hein, et on verra des exemples de versions très évidentes. Des fois, ça prend plus de temps, et puis des fois, en fait, en le faisant, ça marche pas. Et ça aussi, je pense qu'il faut pas hésiter à tomber, à essayer, plutôt que de se dire peut-être que ça va marcher, faire de la prospective. Non, il faut le faire. Et puis si ça marche pas, tant pis. Je veux dire, tant que le bouquin n'est pas imprimé et sorti, tu peux faire essayer, revenir dessus. Quoi. Voilà, après, il faut avoir. C'est toujours pareil. Hein, je vous vends pas le pays des bisounours. Hein, tout ça, ça reste un business. On est payé pour le faire et tout. Donc moi,
je sais combien je suis payé pour faire une couverture, un logo, ce genre de choses. C'est une question d'équilibre. Peut-être qu'une fois, peut prendre moins de temps, mais peut-être que la prochaine fois, ça m'en prendra plus. Voilà, faut trouver un bon équilibre dans tout ça, quoi. Et sans parler des prix que tu exerces, mais c'était compliqué de trouver un juste prix à évaluer ton travail, parce que c'est tout métier de freelance. Est-ce que c'était compliqué d'évaluer ton travail et de mettre un prix dessus? Ouais, généralement, c'est l'inverse qui se passe en fait. C'est que c'est le client qui a un budget. Et alors soit il y a des grilles tarifaires, parce qu'il y a des grilles, hein, elles existent, elles sont publiques. Même pour Kurokawa, il y a un certain nombre de choses qui sont négociées au global. C'est-à-dire que je sais combien c'est une PLV, un poster, un machin. Et après, si c'est des projets spéciaux, ben on discute. C'est souvent plus du côté du client que de moi, en fait. Parce que moi, je peux... Ok, si vous me donnez, je sais pas combien, je peux y passer 3 semaines, il n'y a pas de problème. Mais c'est peut-être pas le but. Si vous avez un budget défini, on se donne un nombre de jours pour travailler dessus. Et puis, ça peut être horaire aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de façons de comptabiliser tout ça. Et donc, je parlais de budget, et ça fait partie des contraintes. Est-ce que tu as des problématiques auxquelles tu as été confronté? Donc, on parle du budget, mais enfin, par exemple, est-ce qu'il y a des cahiers des charges spécifiques, par exemple, sur des guidebooks, sur des mangas? Les cahiers des charges, ouais, on en parlait tout à l'heure. Ça dépend vraiment des éditeurs, les éditeurs japonais ou les auteurs, hein, parce que des fois, au sein même d'un éditeur, un auteur aura peut-être des demandes bien spécifiques par rapport à d'autres auteurs. Ça, généralement, elles sont connues par la force des choses, tu vois, en expérimentant ou pas. Après, sur certains points spécifiques, on parle de Pokémon par exemple, eux, ils ont vraiment des style guides, donc des guides de chartes graphiques, en fait, qui nous fournissent et qu'on doit respecter. Mais après, on peut quand même proposer quelque chose de différent, mais il faut que ça respecte les codes d'utilisation du logo Pokémon, parce que c'est des traits de marque. Quand il y a des mangas adaptés de jeux vidéo aussi... Est-ce que tu peux expliquer juste trait de marque? Eh ben, c'est des marques déposées. Voilà. Le logo Pokémon que vous connaissez tous, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir faire un produit légal Pokémon, il y a tout un ensemble de contraintes d'utilisation qu'on peut pas le détourner comme on voudrait en fait. Il y a une question du chat. Ouais, on a une question du chat. Du coup, c'est quoi le projet le plus compliqué que tu as eu à gérer d'un point de vue créa, délai, attente du public, etc. Waouh. Pokémon. Pokémon, c'est ouais, chaque projet a ses propres difficultés en fait. Hein. C'est pas des fois il y en a pas non plus. Hein. Des fois ça se passe très bien. Projet le plus dur, waouh, je sais pas. Aidez-moi les gars. T'as fait Full Metal. Full Metal, non. La Full Metal, Perfect. Ouais, la Perfect, ça c'est Solitaire. Il y a eu des discussions, mais c'est pas dur. En fait, tout est dur et tout est pas dur. Hein. Je sais pas comment le dire. Quand on le fait, il y a des fois où c'est galère. Et là, récemment, le nouveau projet de Hiromu Arakawa, je sais pas, on peut en parler. Oui, Tsugai, on peut en parler. Ouais. Tsugai, ça a été dur parce qu'il y avait des contraintes sur la disposition de l'image, ce genre de choses. En fait, peut-être sur Spy aussi, non? Pour d'autres raisons, ouais. Spy pour d'autres raisons. En fait, tu disais tout à l'heure comment est-ce que j'ai choisi ce métier. En fait, quand j'étais gamin, je voulais être architecte. Je voulais être architecte, faire des maisons, voilà, être architecte, c'est cool. Hein. Parce que j'aimais bien le côté. Il y avait un côté artistique et il y a aussi un côté technique, parce qu'on peut faire une maison boule, mais est-ce que c'est vraiment pratique de faire une maison en forme de boule? Voilà, il faut et puis faire une maison avec des murs arrondis, est-ce que c'est vraiment très pertinent? Je sais pas. Mais donc il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Et le gros du taf de graphiste, en tout cas dans l'édition de manga, c'est cette partie technique et cette partie artistique, et d'arriver à mixer un petit peu les deux pour satisfaire les ayants droit, pour satisfaire l'éditeur, pour satisfaire les lecteurs. Voilà. Donc tout a ses contraintes, mais elles sont jamais. D'un projet à l'autre, c'est jamais les mêmes en fait. Oui, tu arrives à les surmonter et à dire au final. T'as jamais été bloqué.
Après, il y a des discussions aussi avec l'éditeur. Hein, tu sais, en gros, comment ça se passe. D'ailleurs, oui, tiens, on peut C'est ce que parler, j'allais on peut justement parler de dire. ça, comment ça se Comment passe. ça. En fait, le pôle éditorial de Kurokawa fait un brief pour me dire quelles sont ses attentes sur ce titre, à qui ça s'adresse, notamment, s'ils ont des envies particulières, parce que ça peut être aussi des envies en termes de fabrication, des effets spéciaux sur la couverture, ce genre de choses. Je reçois en fait un mail m'indiquant toutes leurs desiderata. Je le lis. J'écoute pas forcément tout ce qu'ils disent. Des fois, j'ai des idées à leur soumettre. J'ai des idées à leur soumettre en plus. Et on en discute. Donc, tu vois, il y a déjà une discussion par rapport à ça. Et après, il faut garder à l'esprit que c'est des œuvres qui existent, en fait. Donc, moi, généralement, je lis aussi le bouquin pour m'imprégner de l'ambiance du livre, voir la version japonaise, comment ils ont fait, voir même des fois ce qu'ont fait d'autres pays, dont le bouquin est déjà sorti dans d'autres pays, pour m'imprégner un petit peu de tout ça, et après pouvoir imaginer la version française. Et ben justement, on peut en parler des cas pratiques Ouais. que tu as eu. On va peut-être par Solitaire, ou non, tu voulais commencer par Call of the Night. Call of the Night, Ouais. ok. Un petit cas pratique de ce qu'il a pu faire. On va mixer un peu, il va vous montrer un peu ce qu'il a fait sur les côtés éditorial, mais aussi les côtés commercial quand il y a des, justement quand il y a des demandes commerciaux comme la gourde, Spy, etc. Voilà, de comment il a pu travailler dessus. Donc il va commencer par Call of the Night. Donc sur le chat, on va vous montrer, sur Twitch, on va vous montrer directement. Et vous ici, il y a ce petit iPad. D'une C'est petit, je suis une désolé. petite tablette. On n'a pas Est-ce que le ça va, retour. vous arrivez à voir? Donc, oui, j'ai quelques exemples pratiques que je vous ai préparés. Donc, le premier, c'est une série qui est sortie à l'automne dernier, qui s'appelle Call of the Night. Donc, en japonais, c'est Yofukashi no Uta. Et qui a. Donc, voilà, la version japonaise, en fait, je ne vais pas arriver à parler et à tenir le truc. Hop. Si c'est possible. Je peux me mettre comme ça? Voilà, super. Version japonaise, en fait, qui a la particularité d'avoir une écriture qui est très déstructurée, en fait. Donc, les éléments sont vraiment un petit peu tout autour de la couverture. Et ce qui pose pas trop de problèmes en japonais, parce que, comme vous le savez peut-être, le japonais, c'est des syllabes. Donc, on a yo, fu, ka, shi, le no au milieu et uta. Et en japonais, les gens arrivent à facilement remettre tout ça dans l'ordre. Alors qu'en français, dès que vous commencez à avoir des lettres un petit peu partout en bazar, il y a un sens de lecture. Enfin, il faut. Là, on a eu l'exemple avec les Jeux Olympiques, les 500 plus que jours. Il y a un ordre. Il faut suivre le truc. Donc, dès le départ, je savais qu'il faudrait quelque chose qui soit très flexible en termes de mise en page pour pas que ça tombe sur la tête du personnage ou des endroits qui sont un petit peu compliqués. Hop, je passe à la suite. Non. Je peux pas passer. Hein? Tu peux... Attends. Je fais diaporama. Ah voilà, super. Je fais diaporama humain. Donc généralement, on parlait tout à l'heure de méthode de travail. C'est vrai que j'aime bien quand même faire un peu de croquis sur une page ou deux pour voir les idées. Comment s'imbriqueraient les lettres entre elles aussi, parce que l'idée aussi d'un logo, c'est d'avoir une sorte de fluidité sur l'ensemble des lettres. Et une des inspirations que j'avais pour ce titre, c'est les enseignes qu'on peut avoir dehors, les enseignes de bar, ce genre de choses, la nuit, vous voyez, genre piano-bar, ce genre de choses que, surtout au Japon, la nuit, il y a beaucoup d'enseignes qui sont superposées les unes sur les autres. Donc c'était un peu dans cet esprit-là que je voulais quelque chose un peu dans cet esprit-là, plus le côté très un peu écrit en fait, enfin voilà, un peu écrit au marqueur et tout ça. On peut passer la suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on a l'impression que faire une créa pour un livre, ça s'arrête au logo, pas du tout en fait. Limite, le reste est au moins aussi important, voire plus, de créer des éléments graphiques qui vont être sur la couverture. Donc ça peut être la tomaison, ça peut être le nom de l'auteur, ça peut être la façon dont le dos du livre. Alors attention, hein, c'est le dos. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette conférence, c'est le côté où il a l'image, c'est le dos. Et l'autre côté, c'est la tranche, parce que c'est là où c'est coupé, en fait. Voilà. Donc, si déjà vous avez retenu ça, super. Et donc voilà, le design du dos, des fois, c'est ce qui me prend plus de temps que le reste de la couverture, parce que, comment dire,
En fait, une fois que vos livres ils sont rangés sur votre étagère, vous voyez plus que le dos. Donc s'il est pas beau, bah c'est pas bien, quoi. Donc c'est Alors, est-ce que tu peux répéter la question en même temps la dame demande s'il y a une charte graphique de collection. Alors Kurokawa, c'est chaque série a sa propre charte graphique en fait. Il y a le logo Kurokawa, mais après, alors, je sais qu'entre chaque maison d'édition, il y a des façons de fonctionner différentes. Moi, je pars du principe que il faut que le bouquin vive par lui-même en fait. Si ok, c'est cool d'avoir des bandes vertes ou des trucs comme ça, très bien. Mais pour Kurokawa, c'est chaque série doit rendre bien. Parce que, encore une fois qu'elles sont rangées sur votre étagère, je sais que vous aimez beaucoup Kurokawa, mais en fait, c'est pas ce qui importe. C'est l'œuvre, en fait. La maison d'édition, que vous nous aimez bien ou vous aimez bien une autre maison d'édition, on est très content. Mais moi, à mon sens, vous achetez surtout pour le bouquin, pas pour la bonne bouille du directeur artistique. Donc, Et pourtant. et pourtant. Donc, du coup, voilà, je pense que la façon dont je réfléchis quand même les chartes, c'est pour chaque œuvre, en fait, de manière différente. Et donc là, par exemple, le petit détail qui n'était pas sur la version japonaise, c'est que chaque tomaison, en fait, c'est une phase de la lune. Donc à chaque tome, quand vous les aurez tous alignés, et bon, alors, je ne sais pas jusqu'où j'ai été, là, je crois que ça fait 20 tomes, ça va faire toutes les phases de la lune de chaque tome. Donc voilà, c'est la direction artistique, elle va un peu au-delà du design. C'est aussi de trouver des trucs un peu ah bah c'est marrant pour que les gens soient contents. Parce que si les gens sont contents, c'est super. Et ils achètent aussi. Bah, ça rend aussi le succès de l'œuvre. C'est que si le produit est attrayant, il y a une question. Bah, c'est mine beaucoup de plus rien, possible. les gens achètent un produit quelque part. Ils pourraient aussi l'acheter en numérique ou le lire sur Manga Plus, alors pas Call of the Night, mais quand on achète un objet, on a envie que toutes les faces de l'objet, le devant, le derrière, le dessus, soient jolies. C'était pas une question, c'était juste une remarque. Je crois aussi dans One Punch Man, il y avait un truc où quand on enlevait la couverture là avec les marque-pages, et bah il y avait les têtes de Sonic il y avait les jambes de Sonic le Foudroyant et son corps. Ouais. En Oui. fait, alors dans One Punch Man, ça pour le coup c'est dans la version japonaise déjà, et on l'a respecté aussi dans la version française. L'auteur adore jouer avec la jaquette et la couverture, et donc du coup sur le tome 3 je crois, tu pouvais soulever la jaquette et tu avais le reste de son corps en fait en dessous. Sur d'autres tomes, ça faisait une fresque. En fait, quand tu les mets tous les uns à côté des autres, ça fait une fresque. Ça, on essaye au maximum de le conserver en fait dans la version française parce que ça fait partie de l'intention de l'auteur en fait. Il voulait jouer aussi avec ça, mais effectivement, ça c'est un travail qu'on essaye de conserver pour la version française. Si tu peux passer. Et donc voilà, alors là typiquement c'est une jaquette complète. Merci. pour Donc ta on question. a à la fois le rabat de l'auteur, le plat 1 avec le visuel qu'on a vu tout à l'heure. Et donc comme vous voyez, là le logo peut être un peu dispersé sur l'ensemble de la couverture. Si vous regardez, vous arriverez quand même à le lire de manière logique en fait. Et l'idée c'était ça, d'avoir des éléments qui puissent être placés un petit peu comme on veut et que ça soit quand même lisible. Et on retrouve un peu les phases de la lune. Là, sur le rabat de fin, on a un peu ce côté un peu signe lumineux dans la nuit. Voilà, donc ça c'est le travail qui a été fait sur la version japonaise, sachant que sur la version française, sachant que la version japonaise avait déjà pas mal de tomes d'avance, donc je savais déjà à quoi ressembleraient les suivantes. Si tu peux passer. Il y a une question dans une le question. chat. Vas-y. Oui, alors c'est une question sur les titres et la traduction des titres. Ouais. C'est pourquoi ne pas traduire en français aussi, tout simplement. Après, c'est subjectif, mais car l'anglais, je trouve ça vraiment moche. Ok. Alors pour le coup, c'est quand je disais l'édito m'envoie un brief, c'est l'éditorial qui va définir en fait le titre. Alors après, on peut en discuter. Et il y a certains titres dont on discute ensemble, mais ça malheureusement c'est une question qu'il faudra voir avec le pôle édito parce que c'est eux qui définissent le titre qu'aura la série. Alors Yofukashi no Uta en français, l'appel de la nuit, ça fait un peu Freddy Krueger, hein, je sais pas.
à discuter. Puis Mais aussi, donc c'est c'est- de conserver les titres qui ont un animé aussi. Enfin, quand, en japonais, tu veux dire? non, quand il y a un animé, Call of the Night. il y a Oui, un Call animé. of the Night en plus avait un titre. Alors ça arrive des fois effectivement qu'il y ait des titres internationaux. On l'a eu avec My Happy Marriage par exemple, qui est un titre que les éditions internationales sont censées respecter. Je sais que c'est pas le cas dans tous les pays, mais elles sont censées le respecter. Et donc voilà. Et donc Call of the Night, les 4 tomes, on en a 4 sortis pour le moment, je crois, ont chacun une couleur différente en plus. Donc ça, c'est des choses qui sont intégrées directement dans la réflexion, de savoir qu'à chaque tome, ça va changer. Ben, on fait un logo qui va pouvoir s'adapter aussi à ce changement de couleur. Voilà. Autre cas pratique, Spy Family. Bah alors là, Spy Family à gauche, c'est la version japonaise, et à droite, c'est la version française. Je ne mériterais pas d'être payé, je pense, pour ça. Ah, il y a très très peu de différence. Donc là, en l'occurrence, c'est un cas où la version japonaise est très bien. Sincèrement, elle est iconique. Il y a vraiment pas beaucoup de choses à faire. Les seuls détails qui ont changé avec la version française, je crois que j'ai pas mis dans le PowerPoint, c'est le dos, encore une fois. Où sur la version française, vous avez la chance d'avoir le personnage sur le dos. Alors que la version japonaise, c'est juste le texte. Il n'y a pas de visuel. Mais elle est très bien, cette version française et japonaise, c'est la même. Bon. Le truc, c'est que la création graphique, ça ne s'arrête pas à la couverture, en fait. C'est créer un univers autour de la série pour, quand vous voyez en magasin ces couleurs, ces formes, vous vous dites « Ah, bien sûr, Spy Family » ou jaune et noir, ah, bien sûr, Solitaire. Et la charte graphique, en fait, elle sert un peu de moyen mémotechnique. Alors pour nous, techniquement, elle nous sert à créer des objets cohérents sur l'ensemble de la collection, ou de la série, mais aussi voilà, pour les lecteurs de pouvoir avoir des points de repère, en fait, de pouvoir se repérer sur Spy Family. Voilà, les couvertures, en plus, il y a un effet un peu brillant dessus en pantone métallique. C'est ce qui fait la qualité du produit, qui a été repris pour... donc ça, c'est des displays qui sont en magasin pour ranger les bouquins, des silhouettes géantes pour montrer un petit peu les personnages. Si je peux passer à la suivante. Ah oui, après, c'est ça. Donc, voilà. Et par exemple, sur Spy Family, un autre travail que j'ai fait, c'est le coffret collector qui est sorti pour le tome 8, qui est une création spécifique pour la version française, en fait. Donc... je sais pas si vous voyez bien, c'est pas forcément très. C'était une petite valisette en fait. Donc le concept c'était d'avoir un peu une petite valisette. Donc c'est un peu éloigné des couvertures des bouquins, mais c'est dans l'esprit de la série, on va dire. Si tu peux passer à la suivante, voilà. C'est un coffret où il y avait le bouquin, des cartes postales et une petite boîte. Ce qu'on voulait, c'était une boîte que les gens puissent conserver, parce que souvent il y a des boîtes un petit peu en carton. Juste pour ranger les éléments dedans. Nous, ce qu'on voulait, c'est que les gens puissent après garder la boîte parce qu'elle est jolie et stocker des choses dedans s'ils le souhaitent. Donc, Spy Family, beaucoup de goodies aussi que j'ai eu la chance de designer. Donc ça, c'est des petits magnets. Ça, c'est des masking tape, donc des petites... je sais pas comment ça s'appelle en français, de J'ai masking tape. jamais su comment c'était en français, masking tape. Masking tape, du scotch, quoi. Voilà. Oui, C'est pas français non plus, mais du ruban adhésif de masquage avec des petits designs dessus. C'était l'année dernière, ça, je crois. Vas-y, tu peux passer. Et là, la prochaine opération commerciale, c'est une opération avec une petite gourde qui vous sera offerte. Bon, voilà, pareil, il faut faire un design. Là, pour le coup, je voulais quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus été, un peu plus pop. Ça, c'est une création qui est faite en France. Ouais. Ça, c'est le design de la gourde, c'est moi qui l'ai fait, et le design de la boîte aussi, du coup. Et ça, c'est le petit poster pour promouvoir l'opération. Donc ça, c'est quelque chose qui est spécifique pour le marché français. Pareil pour C'est en verre. les masques. C'est en verre, oui. Tout ce qui est goodies, généralement, c'est des choses qui sont créées pour vous, public, en France. Oui, bonjour. Je voulais savoir, au marketing, du coup, il y a vraiment que vous qui choisissez, qui faites tous les designs, qui faites... Pour faire le design, Ouais. oui. Après, il y a des gens du marketing. D'ailleurs, on a Arthur qui est là. Son travail, c'est justement de me briefer et de me dire « Hey, Fabien, on aimerait faire une gourde. Voilà la taille. Voilà les contraintes techniques. » Parce que typiquement, sur ce genre d'objet, il y a un nombre de couleurs limité, en fait. On ne peut pas utiliser
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On doit en choisir quelques-unes. Parce que c'est une sorte de sérigraphie dessus, donc techniquement, voilà. Et après, pareil, on échange sur le design. Je leur propose des éléments. Ils me disent c'est pas mal. Est-ce qu'on pourrait pas changer ça? On en discute. Après, on voit avec les Japonais aussi, pareil, s'ils ont des remarques et tout ça. Et puis après, ça arrive en magasin et on est content. Et les finitions, comme tout à l'heure, vous avez dit le Pantone métallique et tout, Ouais. c'est un choix. Vous dites, Alors, c'est- ça, ce ça serait bien. dépend aussi de la version originale. Donc la version japonaise avait un Pantone métallique qu'on a souhaité conserver. Des fois, c'est des choses qui sont rajoutées pour la version française. On va donner l'exemple aussi des Perfect de Solitaire juste après. Des fois, il y a des choix qui ne sont pas reproductibles en France. Donc on doit trouver d'autres astuces pour faire quelque chose de qualité sans avoir les mêmes options que la version originale. Ouais. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un Pantone métallique Un Pantone. Alors, Pantone. Pantone, de manière générale, c'est des encres d'impression, en fait. Je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais en gros, il y a un grand type d'impression qui est l'impression quadrichromie. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, c'est sur magenta, jaune, noir. Voilà, Bon. les quatre couleurs qui vont être mélangées, mais le spectre de couleurs en quadrichromie est assez limité, en fait. Il y a certains tons qui sont très durs à reproduire, notamment tout ce qui va être vert d'eau, bleu, bleu clair et tout ça. En quadrichromie, c'est très difficile. Donc, on a des encres spécifiques. Et Pantone, en gros, leur taf, c'est de nous fournir un nuancier de mélange d'encre en disant, si vous choisissez cette couleur Pantone-là, elle ressortira de la même manière à l'impression. En théorie. Voilà, en pratique, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, des fois, dans les encres d'impression, peut y avoir des encres d'impression fluo aussi, ou avec des pigments métalliques. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un Pantone métallique. Voilà. D'accord. Vas-y. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Oui, donc si vous permettez, j'ai deux questions. Je vous en prie. Merci. Donc la première, elle est plus marketing. C'est savoir s'il y a des exclusions ou des affinités entre les versions japonaises et les versions que vous devez adapter en France. Des choses qui seraient interdites en France, qu'il faut absolument éviter de reproduire telle quelle de la version japonaise, ou vice-versa, ou des choses qui seraient communes, universelles entre les deux et qui marchent. Alors, c'est pour la première je vais question. déjà répondre à ces questions. Alors, pour ce qui est de la censure, c'était ça Pas forcément la ou censure, pas mais on forcément, sait qu'au niveau culturel, d'affinité. d'affinité, ça marcherait pas, ça déplairait Ok. en France, etc. Donc, Ou ça oui, choquerait. très clairement, c'est un des gros points de réflexion de ce travail. Parce que nos clients sont français. Et il y a des choses que les Japonais apprécient que les Français n'apprécient pas de la même manière. Et alors, il y a deux grandes catégories, j'ai envie de dire. La première, elle va être purement graphique, c'est-à-dire que le japonais, ça s'écrit un peu dans tous les sens. Ça peut s'écrire à la verticale, ça peut s'écrire à l'horizontale, des fois un peu de manière très, comme je disais tout à l'heure, très déstructurée. Les Français, quand même, ont plutôt tendance à lire de gauche à droite. Voilà. Donc il y a cette contrainte-là, si elle est vraiment trop marquée sur la version japonaise, on est obligé de l'adapter en français pour pouvoir avoir quelque chose de lisible. Donc ça c'est purement technique. Et après en termes d'affinité et de goût, bien sûr, là on a un exemple récemment avec une série qui s'appelle Partners 2.0, donc en japonais Koyugai. La version japonaise avait des éléments qui nous semblaient pas retranscriptibles, des éléments un peu... je sais pas comment dire ça sans paraître super scabreux, mais en gros, si vous voyez la version japonaise, il y avait des éléments dessus qui... Déjà, il est moins de 16. Ouais, c'est moins de 16, ouais. Il est recommandé Ouais. moins... Enfin, il est... Alors, Il plus y avait de 16 des sortes de surtout, là. dégoulinures Des couilles. dessus, voilà. Voilà. Pas Donc, rentrer dans le détail. Donc, du coup, on doit adapter... Les dégoulinures, c'était voilà. un peu too much. Donc, on a voulu faire quelque chose d'un peu plus classe, voilà. Et du coup, ça a été changé pour la version française. Ouais. Et c'était pareil aussi sur Nozokiana aussi à l'époque. Et pour Nozokiana aussi, qui aussi, tu vois, c'est bizarre, hein, c'est que sur les trucs. En fait, je pense qu'en termes d'érotisme, les Français et les Japonais ont des affinités différentes, en fait. Et Nozokiana, qui est aussi un manga érotique, faisait très pyjama party, en fait. On s'amuse et tout, c'est cool. Mais c'était très déceptif par rapport à l'intérieur, où c'était un manga interdit aux moins de 16 ans, très clairement. Donc la version française, les couvertures ont été entièrement refaites pour remonter ce côté un peu érotique, pour
pas forcément attirer plus de monde, mais pour éviter surtout des gens qui ça n'était pas destiné l'achètent en fait. Parce que le moins de 16 ans japonais, c'est aussi le moins de 16 ans français ou c'est pas Alors, forcément, pour les livres au Japon, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'y a pas de. Non. Enfin, mais Bah, pareil en France en fait. Parce Ouais. que c'est une recommandation en fait. Le moins de 16 ans recommandé ou plus de 16 ans. Enfin, c'est pas interdit, C'est recommandé, oui. c'est recommandé. Oui, Alors, il y a une loi, voilà, mais après, après, c'est chacun est libre La de le prendre, quoi. la gradation, si c'est vraiment pornographique ou c'est érotique, Ouais. c'est pas la même chose. Donc après, dans l'érotisme, il y a encore plein de gradations. En fait, sur la loi, il faut le mettre, il faut stipuler que c'est interdit au moins de 16 ans, etc. Et si on le met pas, etc., là, c'est là où il y a quelque chose où ça ne fonctionne pas, quoi. Voilà. Et tu avais une deuxième question. Oui. Oui, Où si c'est vous répondu permettez. Oui, alors comme j'ai raté le début, je ne sais pas si elle a déjà été abordée. En fait, c'est plus par rapport à vous, c'est quels sont les choix de la vie ou les formations ou les événements qui vous ont permis d'arriver, on va dire, à ce type de poste et à vivre de votre art, on va dire. Alors, je l'ai évoqué assez succinctement tout à l'heure, effectivement. En gros, et bon, je pense que c'est valable pour pas mal de gens, c'est ah ok, c'est sympa, faisons ça. Je pense que c'est ce qui m'a un peu guidé, en tout cas jusqu'à présent. Comme c'est beaucoup basé sur des projets, si un projet vous botte, faut pas hésiter à y aller en fait. Enfin, c'est facile à dire comme ça. Il y a quand même deux choses, les projets et les rencontres. Et les rencontres, ouais. Et les rencontres. C'est vrai que voilà, d'avoir des connaissances et tout. Alors, c'est peut-être plus difficile. Moi, j'en ai conscience. Je veux dire, à l'époque où On a commencé, où Kurokawa a commencé, c'était beaucoup plus le Far West qu'aujourd'hui, où c'est très structuré, c'est un gros business. Et c'est peut-être plus difficile aujourd'hui de se faire une place, effectivement, sans avoir peut-être passer par toutes les étapes, parce que moi je suis quand même arrivé assez rapidement à ce poste-là, qui est censé être un poste senior, alors que j'avais 25 ans, quoi. donc bon. Et on va juste rapidement terminer. Ouais, parce qu'après, on est un peu pressé par le temps, c'est ça. Okay, on super. va juste rapidement terminer sur tes... Et après, parce qu'il y a des animations et des quiz, etc. Yes. pour vous, donc c'est pas fini. Je termine rapidement. Donc sur Spy, par exemple, travail de charte graphique, enfin de travail de graphiste sur des événements comme Japan Expo, par exemple. Donc ça, c'est un stand qui a été fait à Japan Expo l'année dernière, où j'ai refait l'intérieur de chez les Forgers, donc redesigné un peu l'intérieur. Tu peux avancer. Passer rapidement sur Pokémon. Donc là, je pourrais m'étaler énormément sur Pokémon. Peut-être qu'on fera une émission Pokémon. Je pense qu'on va faire une émission spéciale Pokémon. Hein. Donc je passe rapidement sur le côté graphique de Pokémon. En fait, au Japon, c'est une série qui s'appelle Pokémon Spécial. Et nous, on est obligé d'utiliser donc le logo Pokémon. Vous voyez bien que si on met le logo Pokémon à l'endroit où est la version japonaise, il n'y a plus de place pour rien d'autre en fait. Voilà. Donc il faut refaire du travail. Donc sur Pokémon X et Y par exemple, vas-y, tu peux passer. Donc j'ai voulu redesigner un logo, mais qui ne prenne pas trop de place non plus, pour qu'il se combine bien avec le reste. Tu peux avancer. Et moi j'aime bien quand même glisser quelques petits clins d'œil en fait dans les créas, des petits trucs, voilà, exactement. Les chromosomes en fait dans X et Y, il y a tout un principe d'évolution, de méga évolution, et du coup ça reprend un peu le design des chromosomes que vous pouvez avoir dans votre corps. Et aussi, tiens, reviens juste sur celle-là aussi, par exemple sur le plat 1 et le plat 4. Vous voyez, ça fait X et Y en fait, le design. Donc j'aime bien mettre ce genre de petit clin d'œil dedans pour rappeler aux gens soit le nom de la série, soit l'univers. Tu peux avancer. Là, je voulais passer rapidement sur Pokémon Noir et Blanc. C'est un autre exemple, Noir et Blanc 2, de ce que les ayants droit peuvent nous demander de modifier en fait. La première version en fait est assez proche du jeu Noir et Blanc 2 qui est sorti sur DS à l'époque, sur Nintendo DS. Ils ont dit c'est trop proche. Bon, je l'ai refait. C'est trop proche. Donc les couleurs sont trop proches. Donc du coup c'est le même design mais avec des couleurs différentes. Voilà. Ce genre d'itération en fait est assez régulière. Alors ça peut être des petites retouches comme ça peut être faites autre chose. Donc ça peut arriver aussi. Et le dernier truc sur Pokémon que j'ai fait, c'est de la colorisation aussi. Voilà, c'est assez large. En fait, à l'époque,
Le livre est sorti avant le Japon. Ça, c'est assez rare. Les livres de Pokémon reliés de noir et blanc sont sortis avant même l'édition japonaise. Du coup, il n'y avait pas de couverture japonaise sur laquelle on devait se baser. Et l'auteur n'avait pas le temps de faire des illustrations spécifiques pour nous, parce qu'il y a du travail déjà. Du coup, ils ont demandé prenez des illustrations à l'intérieur et colorisez-les vous-même. Et ça m'est tombé dessus. Et c'était cool. Ouais, franchement, voilà. C'est un métier où il y a quand même pas mal de choses très différentes. C'est à assez faire. rare quand même. Hein, ça. Ouais, je sais pas. Des colorisations, non, il y en a quand même Ouais. pas mal chez d'autres maisons d'édition, ça arrive. On a Vas-y, fini. il y a une question. Est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez déjà travaillé pour de grands mangaka du genre, enfin, je sais que c'est pas Kurokawa, enfin, je sais plus si c'est Kurokawa, mais par exemple Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait SNK. Ah, Isayama. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons d'édition en France ne bossent pas directement avec les auteurs. Elles bossent avec des maisons d'édition au Japon. Et c'est extrêmement rare, en fait, que nous soyons en contact avec les auteurs, parce qu'ils sont concentrés sur leur travail. En fait, ils ont des gens qui gèrent la vente des mangas à l'étranger, mais c'est pas eux-mêmes directement. Par contre, ils ont un droit de regard. C'est-à-dire que tous les designs que je t'ai montrés là tout à l'heure, souvent l'auteur soit nous fait des réflexions ou nous dit hey, c'est cool, j'aime bien la version française, ça c'est cool. Faites plus ça les auteurs s'il vous plaît. Et du coup, on n'est pas en contact. Même, j'ai envie de dire, on n'est pas censé les contacter parce que on n'est pas censé les déranger. Ils sont concentrés sur leur œuvre directement. Et nous, les plus célèbres qu'on a eu, on a Hiromu Arakawa, donc qui est l'auteur de Full Metal Alchemist, sur laquelle moi j'ai eu l'honneur de travailler sur l'ensemble de ces séries. Et ma femme l'a déjà rencontré. Enfin voilà, mais au final, il n'y a que quand ils viennent en France pour des dédicaces, ce genre de choses, qu'on peut les rencontrer. Après, il y a des cas un peu particuliers. Par exemple, l'auteur de Pokémon, on s'est rencontré en France, on s'est revu au Japon, mais ça, c'est plus dans le cadre privé que le travail, en fait. Et on va finir par un dernier cas avec Solitaire, Ouais. parce que tu les as ramenés exprès. Ouais. Alors, donc, Je fais vite, Oui. on a dépassé. Hein. Ouais, bon. On a commencé en retard aussi. Voilà. Le dernier cas pratique, là du coup c'est vraiment pratique, c'est l'édition perfecte de Solitaire. Au Japon, donc ça c'est la version japonaise. Au Japon, elle a une double jaquette. Je ne sais pas si je vais pouvoir montrer ça facilement. Hop. Elle a une double jaquette avec une jaquette normale, classique, et une surjaquette en plastique. Voilà. C'est le cas aussi d'ailleurs pour l'édition perfecte de Fullmetal Alchemist, qui est du même éditeur, c'est sur le même principe. Le problème, c'est que ça, en France, c'est extrêmement coûteux à faire, déjà d'une part, mais au-delà de ça, la réflexion qu'on a eue à la base, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'encore plus de plastique dans ce monde ? Est-ce qu'on n'a pas déjà suffisamment de plastique comme ça partout ? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Et est-ce que les gens sont prêts à payer 3 ou 4 euros de plus juste pour une surcouverture en plastique ? Au final de toutes ces réflexions, ça a été plutôt non. Hein, parce que, et vraiment cette considération écologique, parce que le Japon est près de la Chine, hein, ils sont vraiment très proches. Nous, si on devait faire la même chose, ça veut dire qu'en plus il faut payer le transport et la dette écologique du transport de tonnes de plastique. Pas forcément nécessaire. Donc pour l'édition perfecte française, c'est un peu plus classique en termes de fabrication. Donc on a une jaquette, mais on a aussi un vernis anti-rayures. Donc c'est un vernis spécifique qui est un petit peu perlé comme ça, qui évite d'avoir des rayures sur votre bouquin. Alors ça, je le montre à la caméra, je ne sais pas si ça fonctionne. Et un vernis sélectif, un pelliculage brillant sélectif dessus avec une pattern qui n'était pas dans la version japonaise. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont exclusives pour la version française. Et en plus, si vous voulez bénéficier de l'illustration complète, la couverture intérieure est en couleur. C'est-à-dire que la version, ça, c'est le japonais, là, pour la version faire japonaise était en noir et blanc, et la version française est en couleur. Voilà. Donc on en enlève un peu, on en remet un peu, et je pense qu'au final, on a un produit qui est bonne facture. Mais il faut savoir composer avec ces impératifs écologiques. Alors tous les papiers sont issus de forêts contrôlées. Enfin, ça fait partie des engagements du groupe en termes de sourcing de papier. Mais le plastique, ça reste du plastoc. Donc voilà. Au bout d'un moment, il faut être raccord avec ses convictions aussi là-dessus.
Je suis désolé, on peut en parler après, juste après, parce qu'on va devoir. Oui, merci. On va devoir arrêter le live maintenant. Mais restez là, on va quand même discuter avec vous. Mais merci encore merci à tous et à toutes de nous avoir regardés sur Twitch. Le prochain Curofan Tour sera le 8 avril. Et ça sera à Lille, à la librairie Le Furet du Nord. Merci. Avec l'auteur de Arsène Lupin qui sera là présent. Takashi Morita, ouais. Merci, je n'avais plus le nom en tête. Merci. Il sera là. Donc le prochain sera là. Non, c'est il. Ouais, c'est un monsieur. Entre-temps, il y aura aussi le Cure Live des nouveautés et après le Cure Live des thématiques qui arrivera le 28 ici donc sur Twitch. Donc n'hésitez pas à rester, à vous abonner, etc. et à partager. Et vous ici, il y a un quiz, donc ne partez pas. On va dire juste au revoir au Twitch. Merci encore et à très vite. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup.